want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 51 du Fly Podcast Fly. On vient pour vous parler d'une victoire, une victoire éclatante. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas autant vibré. La Chargers puis Broncos, on vibre 2 semaines de suite, ça fait tellement plaisir. On a battu les Broncos, ce qui est quand même la bonne nouvelle. Et pour m'accompagner comme toujours, Loïc et Grégory. Salut Loïc. Salut Victor, salut Greg. Salut les garçons, bonjour à tous. Bon alors messieurs, petit résumé du match, comme on en a l'habitude. C'est un match globalement qui commence plutôt bien, mais on va dire que c'est équilibré. Ça se rend coup pour coup. On a d'un côté des Broncos qui ne sont pas forcément inspirés, mais qui ont quand même du talent. Et de notre côté, nous, on démarre très fort. On mène rapidement 10-0. Et là, petit passage à vide, les Broncos reviennent à 10-10. On se dit, bon, 10-10, ça va être un match compliqué, on a perdu le momentum. Et pourtant, tout de suite, on remet une couche avec un touchdown, avec un field goal. Et à la mi-temps, on mène 20-10 dans ce qui est très certainement offensivement notre meilleur mi-temps qu'on ait vu depuis peut-être 2 ans. Allez, je m'engage, on verra si vous êtes d'accord avec ça, mais en tout cas, on n'en est pas loin. Derrière, début de 3e quart-temps, on n'a pas vu le ballon du 3e quart-temps globalement. Et pourtant, en 3e quart-temps, on va gagner le quart-temps 7-3 parce qu'on bloque un field goal, on se prend un field goal et derrière, l'action du match, c'est ce fumble en 4-1, Melvin Gordon passe et la fumble provoquée par Davion Taylor, récupérée par Darius Slay qui nous fait son fameux droite-gauche là, dont on a vu 2-3 fois que ce n'est pas passé. Là, c'est passé. Merci à Teddy Bridgewater de n'avoir absolument pas tenté de faire le plaquage. T'es un frère, Teddy. On voit que Loïc a envoyé des SMS à Teddy. Il lui a dit, écoute, si tu as Darius qui passe à côté de toi, tu ne touches pas. On voit qu'il a bien compris. Du coup, 27-13, on finira même par mettre un field goal à la fin pour le principe. 30-13. Messieurs, j'ai envie de me tourner vers Loïc. J'ouvre les parenthèses. Et alors, tout le monde est témoin dans la conversation Twitter. Loïc a dit, Jalen Hurts a réalisé une mi-temps parfaite. Loïc, Jalen Hurts a réalisé une mi-temps parfaite. Attends, je monte le son de mon ordi. Attends, je m'assois. Attends, capture d'écran. Parle-nous. Le son. J'ai déjà commandé le poster avec le tweet, je vais l'envoyer à Greg pour Noël. Ah. Voilà. Alors, mais non, la première mi-temps, offensivement, ouais, c'est parfait. Mais c'est pas que Hurts pour le coup, c'est parfait de Hurts, bien sûr. C'est parfait de Sirianni. Davante Smith, il fait un énorme catch pour touchdown. Là, il est grimpé sur Surtain. C'était magnifique. La ligne offensive a fait son boulot. Tout le monde a fait son boulot en fait en première mi-temps offensivement. Très peu de choses à redire. C'était, c'est un drôle de sentiment. Franchement, moi je dirais que depuis, je me souviens en 2017. En 2017, on avait souvent ce genre de performance. Au moins sur une mi-temps. Ça m'a rappelé un peu le match de Denver, justement, de 2017. Bon, ouais, on gagne, Denver, on met 50 points, mais bon. On avait plein, tu avais les Cardinals aussi en première mi-temps où tu les exploses. Tu avais le match contre Chicago où tu as Wentz qui fait son spin move et tout, machin. C'est ça. Tu avais plein de matchs comme ça en 2017. Et là, c'était un peu cette sensation-là, tu vois. Et offensivement, en fait, finalement, pour Hurts, il n'y a que la première mi-temps qui compte. Vu qu'à la 2e mi-temps, il lance que 3 passes. Bon, il fait une interception bête, mais bon, ça arrive. Et là, on ne fait que 3 passes en 2e mi-temps parce qu'on se fait monopoliser le ballon dans le 3e. Dans le 4e, on ne fait que courir. Mais alors, que courir, c'était incroyable et ça passe. Donc, tant mieux, Jordan Howard, Boston Scott, Jalen Hurts. D'ailleurs, c'était un peu frustrant, je trouve. Oh non, moi, j'adore. Quand la défense sait ce que tu vas faire et que tu passes quand même, c'est génial. Oui, de ce point de vue-là, je suis d'accord. Mais moi, c'était plus pour le côté évaluation de Hurts où on a vu que la 2e mi-temps, disons que la mi-temps avait coupé les jambes, le momentum. Et tu sentais que les Broncos, ils s'étaient adaptés
contre la passe. Ouais, mais l'important, c'est de gagner un match. Donc, à un Oui, moment. mais d'un autre côté Moi, ce que aussi, je trouve vachement plus intéressant, c'est pas de juger Hurts sur la seconde mi-temps de ce qu'on aurait pu voir avec le momentum. Dans ce cas-là, j'entends ce que tu dis, mais le plus kiffant, c'est de voir que Sirianni comprend qu'ils se sont adaptés et lui dit bon, on va vous avoir en courant. Moi, je oui, trouve que le travail d'équipe est plus important que même que mon bébé, tu vois. Oui, et puis l'important, c'est de gagner. Tu as moins de chances de perdre de ballon en courant qu'en passant. Oui, Et je suis en plus, d'accord. tu Je manges disais l'horloge. juste qu'il y a Alors, un bon. petit côté frustrant. Tu aurais voulu le voir faire un peu plus de passes parce qu'il ne faut pas oublier que tu restes dans l'évaluation de Hurts et que plus tu as d'échantillons pour l'évaluer, mieux c'est. Tu vois, pour Après, prendre tu la vois, bonne décision. Il y après, je avait vais pas une le, vibe 2002-2003 en je vais NFL. pas le survendre, mais bon, il y a quand même un drop de Watkins qui, c'est pas la passe, Qui elle est est un parfaite touchdown, la hein. passe, C'est un Ah touchdown. oui. elle est dans le il y avait mouvement et c'est un 3e touchdown. À l'arrivée, c'est 3 touchdowns, une interception et ça aurait donc du coup fait 250 yards avec cette passe. Il y aurait rien eu à dire dans l'évaluation. Donc moi, je vais pas. C'est très bien que Loïc ait parlé de Hurts. Ça va m'éviter de le faire, on va dire, sinon je suis trop focus. C'est vrai, mais je suis plutôt content. Je suis content aussi, ça n'a pas été signalé de ses courses parce que parfois, ça se libère mal. Il est quand même capable d'aller chercher les 5-6 yards, voire une première tentative. Ça, c'est quand même important. C'est quand même une double menace. Les stats, la stat de c'est le 8e mec dans l'histoire à arriver à des stats comme ça en course et en passe, c'est pas rien quand même. Ça serait n'importe qui d'autre, on le mettrait en avant. Donc, c'est pas pour survendre ou faire mon publicitaire de bébé Jalen, mais il y a quand même des signaux qui sont très encourageants. Sa poche a été bien meilleure que les jours précédents, les matchs, précédents. Il y a un ou deux petits départs un peu rapides, mais c'est bien moins. Ça veut dire que ces conversations avec Sirianni, les séquences vidéo sont vraiment travaillées. Donc, ça, je trouve ça kiffant. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens depuis 2 matchs. Après des coups de gueule où on n'est pas les seuls à avoir gueulé, que ce soit le proprio, oui, le coach ou les fans, et au moins c'est entendu. Voilà, moi c'est ça qui me plaît là-dedans. Et puis il y a un dernier truc, c'est que j'adore sa connexion avec Smith, quoi. Alors, on va revenir sur Smith à part parce qu'il mérite, j'imagine Victor, un dossier. Mais voilà, je trouve qu'il se trouve et il a trouvé beaucoup Watkins en début de match. Ça veut dire qu'en plus dans la progression, je rajouterais le fait qu'il regarde maintenant sa 2e cible. Voilà, ce qu'il ne faisait pas, ce que vous lui reprochiez à juste titre, tout ça s'améliore de manière très nette, je trouve, depuis 2 matchs. Oui, mais globalement, tu as tout dit sur Hurts. Hein. Moi, je voulais insister en effet sur son déplacement à poche qui était bien meilleur, mais tu l'as fait. Donc, je veux dire, extrêmement encourageant. J'ai vu des gens dire « Ah, encore une fois, il n'a pas dépassé les 200 yards. » Ça, c'est des mecs qui ont juste regardé les stats et qui n'ont pas regardé le match. Je veux dire, globalement, c'était ultra encourageant. Et alors, pour le coup, et on va parler de Devonta Smith, qui est clairement un joueur extraordinaire. Moi, pour le coup, là, j'ai encore plus tapé sur Sirianni que sur Hurts, pour le coup. Sirianni aussi, il y a une vraie progression depuis 3 matchs. Il y a une identité. Ça s'adapte. Ça fait parfois des petites erreurs. C'est un coach rookie, donc tu ne peux pas non plus lui demander d'agir comme un coach qui a 35 ans d'expérience. Il fait le boulot. Et il le fait bien. Et pour le coup, chapeau aussi. Ce qui est bien, c'est qu'il s'est repris en main parce qu'il aurait pu s'effondrer. Tu as des mecs qui auraient pu s'effondrer. Il aurait pu. Et il ne l'a pas fait. Et clairement, oui, on est aujourd'hui dans une super configuration avec une équipe qui a une identité, qui est en confiance, qui développe du jeu. Et on se met même parfois à rêver de play-off. Bon, ça arrivera ou ça n'arrivera pas. Honnêtement, je ne pense pas que ça soit si important que ça cette saison. Mais rien que l'idée qu'on puisse rêver de play-off, si on nous avait dit ça avant le début de la saison, je pense qu'on n'aurait pas été beaucoup à y croire. Non, mais il y a 3 matchs. Il y a 3 matchs, on disait qu'il fallait que tout le monde dégage. Et ils ont réussi à basculer. Alors peut-être qu'on s'enflamme trop d'un côté ou de l'autre, mais après, c'est notre job notre plaisir de réagir à l'instant T, parce que sinon, on fait un bilan qu'en fin de saison et c'est facile et on ne fait pas de podcast. Mais ce qui est intéressant, c'est que le groupe n'a pas implosé. Je trouve qu'à un moment, franchement, on était tous flippés en se disant ils vont se tirer dessus, les égos vont prendre le dessus, le coach va se faire croquer par le proprio et oh oui, il va trouver un fusible. Rappelez-vous de ce qu'on disait il y a 2 podcasts. Alors, l'attaque avait trouvé son rythme dès la semaine dernière. La défense, malheureusement, n'avait pas suivi. C'est dommage, parce que sinon, on serait bilan 5-5. Et là, quand les 2 trouvent leur rythme, tu as de la cohérence et tu vois du foot US, quoi, tout simplement. Ouais, non, mais je n'ai rien à rajouter à ça. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Et
Je pense que là, on a une vraie équipe avec une vraie identité. Ça fait vraiment plaisir. Messieurs, du coup, Devonta Smith, Greg, je te redonne la parole parce que c'est toi qui a mis qui a mis le sujet sur le plateau. Il a joué du coup un peu qu'une mi-temps, parce que Hurts n'a pas lancé la deuxième mi-temps. Il fait 66 yards et 2 touchdowns, dont un qui va cueillir dans les mains de Surtain. Je pense honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs actuellement qui seraient allés le cueillir, celui-là. En fait, on disait, souvenez-vous, quand on faisait le podcast de la draft, pour le coup, on était tous assez unanimes pour le vouloir, lui. Là, tous les trois, c'est sûr. Les fans aussi. Alors, il y avait la petite sensation Pitts, mais on savait qu'on ne l'aurait pas. Je dois reconnaître, c'est terrible pour Loïc, parce qu'il va peut-être devoir dire, peut-être, je n'ai pas dit que je l'obligeais à le faire comme pour Hurts, peut-être devoir dire que le move de Oui a été pas mal d'aller le chercher en avançant et que c'est un bon choix. Alors, à juste titre, ça compensera Reagor et Arcega Whiteside. Ça, on aura le droit de les mettre dans la gueule. Moi, c'est bien, tu fais les questions et les réponses. Mais après, ça, c'est un bon journaliste. Il répond à ses propres questions. Pour Smith, ce que j'aime, c'est que il est tel qu'il a toujours dit. C'est un Heisman Trophy, c'est pas rien. Il n'a pas voulu prendre plus de poids, plus de choses. Il a gardé son dynamisme. Il a des tracés phénoménaux. Il a des mains incroyables. Il a un drop, je ne sais pas, depuis le début de la saison. Il en a peut-être. Oui, il en a eu un ou deux. Mais... il a eu un ou deux matchs où il a fait des drops. Ouais, alors autant pour moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Hurts avait été au même niveau depuis le début de la saison qu'il l'est sur les 2 derniers matchs, il aurait beaucoup plus de stats. Voilà, donc il pâtit un peu de ça, statistiquement parlant. Mais je crois qu'on a un wide receiver 1 pour de longues années, quoi. Après, il a 630 yards et 4 touchdowns, un truc comme ça. Donc, il pâtit. 603 yards et 4 touchdowns. Je suis d'accord. Il pourrait avoir 800 plus, et 6. C'est déjà, depuis quand on n'a pas eu… Bah si, je sais, en plus, depuis McLean en 2014, on n'a pas eu un joueur qui, au bout de 10 matchs, avait 600 yards en réception. Donc, honnêtement… il a déjà plus de yards que n'importe quel receveur l'année dernière. Oui, c'est vrai. Et d'année d'avant. Ouais. Ça en dit long. Mais... Ça en dit long sur la sale escouade, quand même. Non, mais quand même. Et évidemment, un gros big up à Jalen Reagor, hein, évidemment. Moins 6 yards au dernier match, 4 yards à ce match-là. Vraiment, mon gars, tu es un vrai receveur numéro 2. Bravo à toi. Un vrai génie. Mais tu crois qu'il va… Attends, Loïc, Reagor, il va le garder là? Ou tu crois que comme il s'adapte, il est capable de le faire rétrograder encore? Ah bah là, de toute façon, il va le garder cette année, c'est sûr. T'as personne d'autre après. Non, mais lui faire jouer maximum de snaps, c'est ça que je veux dire. Bah, il y a un gros manque de profondeur de toute façon dans l'effectif, donc tu mets qui d'autre à la place? Après, il a joué beaucoup de snaps parce que Goddard est sorti pour commotion rapidement. Ah oui, et du coup, on a joué beaucoup plus souvent à 3 receveurs qu'on ne fait d'habitude. Parce que Stoll, le remplaçant de Goddard, est un excellent bloqueur. D'ailleurs, incroyable match au bloc de Stoll. Par contre, ce n'est pas un incroyable receveur. Donc, du coup, Reagor a eu beaucoup de snaps parce que le schéma tactique est adapté. Mais enfin, il n'empêche qu'il a joué 78% des snaps et qu'il a une réception pour 12 yards et une course pour moins 8 yards. Donc, même quand il est sur le terrain, il n'est pas impliqué. Mais moi, j'étais un tout petit peu déçu dans ce match-là de Watkins. Voilà. Si je dois trouver un bémol à l'attaque, c'est ça. Je suis très content que les coureurs ne fassent aucun fumble. On ne l'a pas dit, mais Howard et Scott ont des mains hyper fiables. Alors, non, mais Hurts aussi. Non. 3 ou 4 fumbles le week-end prochain, Greg. Tu sais comment ça… Non, mais moi, je vous le dis, je regarde en direct. Le turnover percentage, on est donc 5e de la ligue à 7,9%. En gros, on est 3 équipes à 7%. Il y a 2 équipes à 5% qui sont Vikings et Seahawks. Comme quoi, ne pas faire de turnover, ça ne te fait pas forcément gagner les matchs. Mais en tout cas, on est ultra fiable. Et là-dessus, Jalen Hurts, pour une double menace, il perd très peu de ballons. Parce que normalement, les doubles menaces, elles ont tendance à perdre des ballons, notamment des fumbles. Lui, pour le coup, il est assez safe. Donc, ça, c'est très bien. Et avant de vous donner la parole sur la défense, moi, j'ai un seul coup de gueule. C'est quand tu mènes de 20 points à 5 minutes de la fin et que de toute façon, tu as prévu de faire que des courses. Pourquoi est-ce que tu laisses sur le terrain
Jalen Hurts, Devonta Smith, même Lane Johnson, des profils fragiles comme ça, pourquoi tu les laisses sur le terrain? Fais jouer tes remplaçants. Franchement, il y avait rien à gagner à faire jouer les titulaires. On a vu Hurts qui s'est pris une patate dans la tête. Franchement, il se blesse là-dessus. Tout le monde tombe sur Sirianni. Donc, voilà. Messieurs, Loïc, la défense, c'était mieux. C'est qu'un match. On ne va pas s'enflammer. Mais En c'était même temps, quand même beaucoup mieux. vu la nullité de la semaine d'avant, c'était compliqué de faire pire. Est-ce que Davion Taylor, tu es prêt à reconnaître qu'après une première année d'apprentissage difficile, où il a lui-même reconnu que c'était difficile, Il n'était pas sur le terrain, donc comme ça. Non, mais il a expliqué qu'il avait eu du mal à intégrer et tout. Est-ce que tu étais prêt à reconnaître qu'aujourd'hui, là, on a un vrai gros espoir? J'ai dit espoir, je n'ai pas dit que. Ouais, voilà, c'est pas. Il y a encore des trucs où il est à la ramasse, hein, mais il y a des progrès. Donc c'est ce qu'on voulait. Une capacité athlétique folle, et moi je trouve qu'en lecture, son plaquage pour perte, enfin presque pour perte, il est génial. Il part dans le mauvais sens, il voit l'action, il revient. Moi, non, mais c'est mieux. Clairement, c'est mieux par rapport à ce qu'on voyait en début d'année de ses collègues. Après, maintenant, pas non plus en faire un cadre tout de suite parce qu'il y a encore des choses à progresser, mais du moment qu'il progresse, c'est ce qu'on lui demande. Greg, on est mieux avec Edwards et Taylor qu'avec Wilson et Singleton. Bah ouais, alors ça me fait toujours un peu de peine pour Singleton. Moi aussi, mais factuellement, bien aimé, mais c'est un fait qu'il est nul cette année, quoi. Il faut être honnête, on peut pas défendre toujours de manière insensée les chouchous. Moi, j'ai trouvé quand même des trucs intéressants. Alors, ça met quand même en valeur la qualité d'un Herbert ou de l'escouade offensive des Chargers, parce que les équipes qui nous ont ouvert sont des grosses équipes. Là, les Broncos, Bridgewater est quand même extrêmement nul. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est très bien ce qu'il a fait contre les Cowboys, ça nous arrange, mais ça nous arrange aussi le match qu'il a sorti dimanche. J'ai trouvé l'escouade de receveurs que on nous avait vendu comme une des meilleures de la ligue, assez décevante. Je les ai trouvés plutôt moyens par séquence en attaque. Alors, j'arrive pas à savoir, même moi qui suis l'optimiste, si c'est notre défense. Elle a bien joué, on les a stoppés en quatrième, tout ça, mais j'arrive pas à savoir si c'est eux qui sont quand même moins bons. Je pense que là, ce que je vous disais sur les victoires contre des équipes à notre niveau ou plus faibles, on les aura. Et on aura du mal contre des équipes plus fortes. C'est exactement ce qui se passe vu le calendrier, ce qui donne un peu d'optimisme pour la suite. Et ben, je pense que la défense, c'est le symbole de ça. C'est-à-dire que quand l'attaque est plus forte, ils se feront ouvrir à chaque fois. Quand ce sera dans leur corde, ils répondront. Voilà, c'est pas bateau, hein, c'est juste que ils sont capables de répondre à des menaces moyennes. Moi, quand je vous dis que les stats parfois rendent pas hommage, Bridgewater, officiellement, il a 22 sur 36, 226 yards et pas de ballon perdu. Alors que dans la réalité, Loïc, il en a balancé des saucisses. Il en a fait des cadeaux. Moi, je veux bien qu'on trouve que la défense a fait des améliorations. Elle a provoqué des turnovers, elle a fait des stops. Mais enfin, faut pas oublier que les Broncos, sur combien de drives, ils sont allés dans les 20 derniers yards sur très grande majorité de leur drive. Comme en 2017, et on a fait comme en 2017, on a été fort en red zone. Ouais. Donc, après, faut pas oublier qu'en face, ils avaient quand même 3 backups sur la ligne offensive. Donc, tu vas pas affronter empêché de défoncer les Cowboys. Voilà. Donc, ça les a pas empêchés non plus d'avancer au sol. Après, il y a des décisions à Denver. La 4-1, donner le ballon à Melvin Gordon, alors que l'autre running back nous a roulé dessus tout le match. Bon. Et puis, il y a aussi faire 17 courses pour 36 passes, alors qu'à chaque fois que tu fais une course, tu fais 15 yards. C'est quand même aussi... C'était mal coaché. C'était mal coaché. Et leur attaque en red zone, mais qu'est-ce qui a été nul? Et en même temps, après, tu comprends pourquoi, statistiquement, c'était la 22e attaque en red zone. Parce que... Ouais. Et pour le coup, ce serait Herbert, je pense qu'en fin de match, ça fait pas la décision, mais on se prend un touchdown de Jerry Jeudy de 70 yards. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Ça, c'était... Bridgewater, il l'envoie 15 yards devant, 15 yards à droite. Vraiment, celle-là, elle était extraordinaire. En fait, tu avais l'impression qu'à chaque fois que Bridgewater est lancé, tu te disais c'est bon, tu vas pas te prendre un big play parce que de toute façon, il n'est pas capable de lancer aussi loin. Mais c'est agréable parce que le nombre de fois, la semaine dernière avec Herbert,
ou d'autres grands QB qu'on a joués, bah, les fameux stats de 80% de complétion sur 5 matchs, c'est arrivé 6 fois en 20 ans. Bon, on ne revient pas dessus, tout le monde la connaît pour ceux qui nous écoutent. 6 fois en 70 ans. En 70 ans, tu as raison, c'est Et encore, 5 c'est fois encore cette pire. année. Ah, pardon, j'étais optimiste. Bon, bah, ça prouve bien que quand les mecs sont des QB d'exception, bah, ils arrivent à nous trouver, mais on va pas jouer que des QB, que des franchises QB jusqu'à la fin de la saison. C'est ça, moi, qui me rend optimiste pour cette défense. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas la combler. Ça veut dire que tu as quand même normalement en face un peu d'espace quand même. Je suis d'accord. Ouais, après, tu feras pas non plus à tous les matchs un field goal bloqué, un fumble retourné de 80 yards pour touchdown. Donc oui, mais si tu fais que la moitié, c'est bien. Hein. Ça, d'accord, mais dans ce cas-là, tu peux dire ça de tous les matchs. Tu n'auras pas toujours machin, tu n'auras pas toujours. Mais après, puisque Greg mentionne le fait qu'ils vont jouer des QB moins forts, ça veut dire qu'ils vont peut-être encore plus insister sur la course. Et donc, potentiellement, c'est peut-être plus un problème, ça. Alors après, on regardera le calendrier, mais peut-être que tu n'as pas des grands coureurs dans toutes les équipes qu'on va jouer. Tu vois, moi, je veux bien insister sur la course, mais si tu n'as pas un bon jeu de course, tu n'insisteras pas. On va en parler la semaine prochaine. On a un grand coureur, mais avec un gros point d'interrogation. Ouais. Donc, on verra, mais non, après, on s'est quand même bien fait trouver par les tight ends. Hein. Puisqu'on parlait que les linebackers, c'était mieux. Pour défendre les tight ends à la passe, ça a été compliqué. Hein. J'entends. Grégory, en 2 mots, Darius C. All-Pro. Hein. Merci, au revoir. Je le trouve bon. Alors, Loïc a fait une réflexion très juste. Je crois qu'on en parlait. On va la mettre pour tout le monde sur le podcast en disant que à la course, c'est plus compliqué, c'est vrai. Oui. Mais on lui demande pas ça 99% du temps. Donc, je trouve qu'il se fait rarement prendre en défaut. Quand il se fait prendre, on l'a vu la semaine dernière, c'est parce que les passes et les réceptions sont magiques, un peu comme un Sorten qui prend un touchdown de Smith. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver d'être battues. Mais il est bon, il est présent, il revient jouer alors qu'il était blessé. Il insuffle une âme que je ne le voyais pas insuffler, un peu de leader dans cette défense alors qu'il était un peu égoïste et tout pour ma gueule. Je trouve que depuis 2 matchs, il y a des sourires, des body language qui sont meilleurs. Il ne viendra pas un capitaine de défense en emmenant tout le monde, mais en tout cas, les signaux sont positifs pour l'équipe. Et puis, ce touchdown est absolument magnifique. À un moment, je me dis, mais il fait quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Et puis, en fait, vas-y, pardon, fais-le. Je regrette d'avoir douté. 2 touchdowns défensifs cette année, hein, leader de la ligue. Donc, non, globalement, il fait quand même une saison que je trouve extraordinaire. J'étais en train de regarder un peu les stats avancées. Alors, bon, c'est vrai que niveau plaquage, il a 17% de OP. Donc, ça, c'est son gros point noir. Ça, c'est sûr. Mais derrière, il prend rien en touchdown et en yard. Donc, en tout cas, c'est nos 2 meilleurs moves. Slay et Smith. Voilà, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais ça, ce sont les 2 meilleurs moves sur les joueurs. Quoi. On est d'accord. Et aussi, Maddox est possédé. Maddox, il est possédé sur chaque action. Il veut son contrat. Ah, mais je ne sais pas si c'est. Personne ne le voyait là, soyons honnêtes. On l'a ouvert. Il est possédé, la Maddox. C'est pas possible. Hein. Mais c'est incroyable. Mais ouais. Ouais, bah vas-y, je pense que tu veux parler de ça aussi. Ah, peut-être pas. Moi, j'ai parlé d'attaque de la défense. Je voulais faire un petit big up à Jake Elliott. Attends, je vais dire un truc, Loïc. Ouais, sur Always Him, It's Always Him. Ah, Derek. Putain. Alors, est-ce que tu veux toujours, devant la France entière, parce qu'évidemment, on est écouté par la France entière, est-ce que tu es toujours pour re-signer Derek Barnett ? Bah, ça dépend du prix. Si c'est au minimum, oui, t'as personne d'autre. D'accord. Il va demander 10 ou 12 millions par an. Et non, faut pas déconner. Bah, après, non, il a encore fait une pénalité débile, mais on va lui reconnaître ce que vous arrêtez pas de dire pour, par exemple, Hurts, c'est qu'il se donne, il essaye, il se donne. Bon, des fois, il fait des trucs. Pas Barnett à Hurts, hein. Il fait pas Barnett à Hurts, je traverse mais dans l'attitude, tu peux dire ce qu'il veut, mais il se donne. Après, il fait des choses débiles, je suis d'accord, mais au moins, il lâche pas. Non, mais c'est un poulet sans tête. C'est un poulet sans tête. C'est peut-être un poulet sans tête, mais qui est là pour bloquer pour Slay sur le retour de fumble ? Regardez bien tout ce qu'il fait sur le fumble et le bloc et tout le retour. Mais alors, autant... Non, mais autant j'ai une théorie selon laquelle
Je sais pas, oh oui, il t'a fait du mal dans ta vie personnelle, mais Derek Barnett, c'est passé quoi? T'étais à la crèche avec lui, c'est ton ami d'enfance, parce que tu es capable de dire pourquoi tout le monde est nul dans cette équipe, mais alors Barnett, il a toutes les excuses du monde. Non, Barnett, Grégory, à ton avis, ils étaient ensemble à la crèche. Non, mais c'est sûr. Mais après je vais défendre. Attends, c'est horrible, pardon. Je vais défendre Barnett aussi. Par exemple, la pénalité qu'il prend sur Rossing the Passer, pour moi, c'est nul. Ouais, Mais oui, mais elle est la même pour tout le monde, cette règle. Je veux dire, tout le monde le sait. Mais Les j'aime mecs pas cette intelligents règle. C'est s'arrêtent. ce que je dis. Ah oui, J'en voudrais jamais un mec qui fait ça. C'était au point pour dire il est con, il fait plein de conneries, mais au moins, de temps en temps, il fait un truc bien. Ouais. Faut chercher du positif, il Il paraît. a coûté dans sa carrière plus de yards de pénalité qu'il a gagné de yards avec les sacs. Mais bon, bref. Oh, ouais. Admettons, il est formidable, vous avez raison. Donc, Jack Elliott, quand même, déjà 14 sur 16 au niveau des field goals. Donc ça, j'ai envie de te dire que c'est pas mal. Ouais, c'est dont un bloqué. Hein. Donc il y en a un qui n'est pas pour lui. En fait, 14 sur 15 et 25 sur 25 aux extra points. Et ça paraît rien, mais quand même, ça a toujours été son péché mignon. Sûr. L'extra point, le field goal manqué alors que tu es à machin. Je veux dire, en dessous de 39 yards en field goal, il est à 8 sur 8 et en extra point, il est à 25 sur 25. Et surtout, à 50 yards, il ne tremble jamais. Non, mais jamais. Comme disait Loïc, il a raison. Enfin, sur les deux manqués, il y a un bloqué. Donc, il a un vrai manqué. Mais globalement, ça reste… Mais quand tu vois le nombre de matchs qui sont impactés à la fin du match où tu es obligé de tenter des conversions à 2 points ou des trucs improbables parce que le kicker, il a loupé des extra points. Bah, celui des Saints, par exemple, je crois qu'il a loupé 2 extra points contre les Titans. Et du coup, ils se sont retrouvés à tenter 2 points à la fin et c'est pour ça qu'ils perdent. Non, mais de toute façon, enfin, je veux dire, les kickers cette année, c'est devenu… c'est une catastrophe. Franchement, s'ils veulent convaincre tout le monde de l'abolition des kickers, ils peuvent pas faire mieux parce que… Mon préféré, c'est Santoso. C'est le coup de pied de Santoso avec les Lions. Alors lui, c'est mon… Ah oui, alors lui, c'est incroyable. Le mec, il a même pas essayé. C'était fou. Non, mais je pense qu'il y a un moment, c'est incroyable que dans un tel pays, ils trouvent pas 32 mecs pour taper dans un ballon. Enfin bon. Bref. Ils devraient prendre des Australiens. Ils prennent des Australiens pour punter tout le temps. Pourquoi ils prennent pas des Australiens pour taper des field goals? Il est bien le nôtre. Je l'aime bien. Hein. Oui. Mais bon. Et après, en special team, il y a le bloc. Voilà. J'allais dire. Parce qu'il y avait déjà eu à Carolina, il y avait eu le bloc punt en 4e quart-temps. Là, tu as le bloc field goal qui a quand même… de Kevin Wallace, qui fait quand même… faut lui reconnaître. Je pense qu'on a un coach des équipes spéciales là, qui est très jeune d'ailleurs. Je n'ai plus son nom en tête, mais Clay. Ça, qui vient des 49ers, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Michael Clay, qui doit avoir, je sais pas, 32 ans ou quelque chose comme ça, mais pour le coup, comme tous les coachs, quoi. Il a vraiment mobilisé cette équipe. C'est vrai que c'est l'exception maintenant, c'est plus de 40 piges. Hein, donc, chez nous, je pense que Steichen a peut-être 40 ans. Ou peut-être c'est Akadvici qui me fait dire ça. Mais sinon, les autres, je pense pas. Non, après, moi, le seul truc sur les… Je suis d'accord hein, de glorifier les special teams. Le seul truc qui m'embête dans cette histoire-là, c'est qu'on n'arrive pas à être dangereux sur des retours de punt ou de kick-off. Voilà. Tu veux dire que Ray Agor n'est pas dangereux sur des retours de punt? Donc, ça me pose un problème quand même. Surtout que… Non, mais ce qui est terrible, c'est que ça a toujours été sa spécialité à TCU. Et ça, il n'y a pas besoin on s'en fout d'arbre de tracé limité ou quoi. Là, c'est de l'instinct et de la vitesse. Je veux dire, il a toujours fait ça très bien. Il en a retourné un pour touchdown l'année dernière pour nous. Et cette année, soit il recule, soit il fait catch, mais il tente. Bah là, on l'a vu. Moi, je pense que ça se voit que il y a un truc mental parce que là, il catch un punt, il a de l'espace, il peut foncer. Et non, ce que je reprochais à Hertz dans la poche, il se met à tourner en espèce de rond là. Et en fait, il sait plus ce qu'il veut faire. Il est perdu, le garçon. Je suis d'accord. Il est perdu. Donc, je sais pas s'il a besoin d'un coach mental ou je sais pas, mais je suis pas sûr que sa tête soit il a un problème. Il a un problème. Après, apparemment, il avait connu des soucis personnels là, avant le début de la saison. Je sais plus. Je crois qu'il y a eu un de ses meilleurs amis qui est mort du Covid ou un truc comme ça. Bref. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais c'est pas très beau.
Bon, on finit sur une note négative alors qu'on a été positif tout le reste du temps. Bon, tant pis, c'est comme ça. Mais il est plus que temps, messieurs, de passer à la preview contre nos chers amis des New Orleans Saints. Nos amis des Saints, qui sont un tout petit peu mieux que nous en termes comptables, puisqu'ils sont à 5-4, mais alors qu'ils accumulent les blessures. Ils jouent aujourd'hui avec un quarterback remplaçant qui est Trevor Siemian, bon, qui pour le coup est certainement un des meilleurs backups de la ligue, puisqu'il a eu la chance d'être titulaire. Enfin, je veux dire, il est solide, il ne s'écroulera pas, mais il n'est pas extraordinaire. On a Alvin Kamara qui est blessé. On ne sait pas. Est-ce que vous avez vu quelque chose passer? Moi, je n'ai rien vu sur si c'était plutôt optimiste, pessimiste pour lui, pour le match. Je ne sais pas ce que vous avez vu, vous. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu la surprise. Sur la ligne offensive, ils ont 2 des meilleurs tackles de la ligue, mais le tackle gauche, Teron Armstead, a loupé le dernier match aussi. Donc, pas sûr qu'ils reviennent. Globalement, cette équipe, et Michael Thomas, évidemment, est blessé depuis le début de la saison. Donc, globalement, cette équipe. Michael Thomas est forfait de toute façon toute la saison. Il reviendra que l'année prochaine. Oui. Mais de toute façon, il n'a jamais été là cette saison. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je l'avais plus en tête. Mais il y a des stars dans cette équipe. Mais déjà, quand tu n'as pas de quarterback, c'est compliqué. Quand tu as beaucoup de blessés, c'est compliqué. Et cette équipe, la défense est toujours aussi performante, mais en attaque, ça ne performe pas. Loïc, toi, est-ce que tu penses que, même si notre défense est un peu inconstante au fil du temps, est-ce que tu penses que là, partons du principe que Kamara n'est pas là ou est là diminué, on va dire, on est d'accord qu'on a largement la place de les stopper là. Largement. Non, mais tu peux les battre. Après, moi, les Saints, je me méfie parce que c'est une équipe qui est bien coachée. C'est vrai. Je me méfie parce qu'à domicile, depuis le début de saison, c'est compliqué. Mais clairement, ce match, comme on en a discuté avant le début du podcast, c'est le tournant de la saison, je pense. Parce que là, tu peux un tournant dans le sens momentum où tu peux, pour la première fois de la saison, gagner un match à domicile, gagner un deuxième match de suite dans la saison et vraiment là, bien te placer pour un des spots de wildcard en playoff en comptant sur un faible calendrier après. Donc, ça va être intéressant à voir. En plus, le match, il est à 19h, ce qui m'arrange moi, mais pas vous. Mais je vais pouvoir un peu dormir, sauf s'ils perdent de façon conne, et là, de toute façon, ce sera pareil. Non, mais oui, vu qu'ils ont un QB backup, tu dois gagner ce match. Point. Moi, j'ai envie de dire que leur ligne offensive intérieure est faible, mais la dernière fois que je dis ça, c'était les Riders et on n'a pas réussi à mettre une seule pression. Donc, quand tu vois le niveau de Fletcher Cox, de toute façon, j'ai envie de te dire. Et Greg, une autre question pour toi. Quand on voit cette défense avec Marshon Lattimore, Marcus Davenport, Cam Jordan, Demario Davis, Malcolm Jenkins, notre cher Malcolm Jenkins, ou même Williams, autre safety, là, on a le vrai test pour Jalen Hurts contre l'équipe contre qui il s'était révélé. Parce que finalement, Jalen Hurts, c'est quand même cette victoire contre les Saints l'année dernière. Donc là, est-ce qu'on est d'accord que dans l'évaluation de Jalen Hurts, on est sur un match ultra important? Oui, en fait, je vais aller plus loin. Tous les matchs sont importants pour son évaluation, en fait, maintenant. Il y en a déjà 10 qui sont. Non, mais il y en a déjà 10 qui sont. À la fin de la saison, on affronte Giants, Washington, Jets. Ouais, mais qu'importe. Parce que si tu gagnes ce match-là, ils verront si tu es capable d'emmener ton équipe en playoff ou pas. Parce que si tu gagnes ce match-là, mais que tu perds derrière, ils diront bah ouais, mais tu as fait un exploit, mais ça ne suffira pas contre des Brels. Donc, en tout cas, elle est supposée moins forte. Il ne faut pas que je manque de respect, c'est plus logique. Non, c'est un match important pour voir s'il est dans la même lignée, s'il a compris et emmagasiné et assimilé ce qui lui avait été reproché. S'il reste une nouvelle fois dans sa poche, si une nouvelle fois le bras envoie des balles qui sont en avant et pas en arrière, côté extérieur, pas intérieur, enfin voilà. S'il y a encore une double menace, une bonne lecture et qu'on perd, mais qu'il a fait le taf comme contre les Chargers, voilà, moi je serais déçu quand même parce que la priorité c'est l'équipe. Donc
tous les matchs maintenant sont importants pour lui, vu le nombre de choix de premier tour qu'on aura. Mais oui, c'est un test parce que c'est une belle défense, mais bon, ils sont faiblards aussi en attaque. Alors, ça peut. J'ai envie de dire qu'on peut se retrouver avec le mix parfait des deux derniers matchs. C'est-à-dire, ils auront une attaque meilleure que Denver, mais moins bonne que les Chargers, et une défense qui sera meilleure que les deux dernières équipes. Donc, c'est compliqué, mais j'ai envie d'y croire. Parce que, messieurs, on parlait de match décisif. Derrière, on a donc Giants, Jets, Washington, Giants, Washington. On a vu ces dernières semaines que Giants et Washington, ça ne sera pas si facile que ça, mais c'est des matchs gagnables. On n'est pas contre des cadors. Donc là, il y a 15 équipes sur 16 en NFC qui sont à un match des playoffs. Mais coucou aux Lions et à Benjamin Bernard, hein, vous n'y êtes pas. Et globalement, ces matchs-là vont compter double, quasiment. Non, mais c'est les 3 qui viennent, Victor, qui vont compter double. C'est terrible. Si on gagne ces 3-là avant la bye et qu'on va à la bye en positif, là, on peut se mettre à rêver playoff. Mais vraiment, le match le plus décisif, c'est les Saints. Mais je pense quand même qu'on en perdra un contre Washington et les Giants en fin de parcours. C'est-à-dire qu'on peut gagner les 3 prochains. Après, je laisse Loïc le dire, mais pour moi, les 3 prochains, il faut les gagner. Et si après, on en perd qu'un, ça devrait être bon. Non, mais Giants, on va en marcher dessus, c'est nos putes. Mais Washington, oui, on en perdra sûrement un parce que c'est comme ça. Bonjour à Plax. Hein. Ouais, j'allais le dire. Bonjour. Salut Plax, c'est Thiergo. Hein. Je réitère, vous êtes nos putes, mais on vous aime comme ça. Moi, je vais donner mon prono en premier. Et je vais donner une victoire des Saints. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la semaine dernière, on a tous les 3 donné une victoire des Broncos. Et on a gagné. Et moi, je suis du genre superstitieux. Je sens qu'on tient un truc. Donc, moi, je dis victoire des Saints 24-21. Comme ça, psychologie inversée, on va gagner ce match. Greg? On va gagner. On va gagner. On va gagner. Ça, et je vais vous dire combien on va gagner pour revenir à 5-6. C'est maintenant que vous devez écouter parce que le score, je le connais. D'accord. La vérité du terrain, dimanche, à 22h15, c'est Saints 17, Eagles 24. Ok, 24-17. Alors, je m'attendais à plus d'enflammade. Ça va, c'est raisonnable. Non, je suis resté calme. Même si ça va faire 41-7. Ça va faire 40-0 à mi-temps. On est comme ça, nous. Ça va faire 30-20 pour les Eagles. Et merde, on a perdu le match. Et voilà. Mais c'est toujours comme ça que ça arrive. On le sait. Pourquoi tu fais ça, Loïc? Pourquoi tu fais ça? La dernière fois que tu nous as annoncé une victoire, rappelle-nous, c'était quand? C'était contre les Chargers. On a fait quoi? On a perdu. On a perdu. Oh là là, mais t'es pas cohérent. Mais tu mets les Eagles, on a perdu sur un field goal à la dernière seconde. Hein. Moi, je trouve que, Greg, on a finalement réussi à le changer quand même. Il s'adoucit au fil du temps. Le mec a parié 2 victoires depuis le début de la saison. Je trouve que Loïc s'adoucit dans ses paroles. Il y a toujours ce problème avec oui, mais au fil du temps, il finit par apprécier à nouveau ses Eagles. Tu ne feras pas changer d'avis, hein, il doit dégager au plus vite. Non, mais c'est ces couples où l'amour renaît, c'est beau. Tu vois cette flamme entre les Eagles et Loïc qui est en train de revivre. Attends, la question que toute la communauté veut une réponse. Greg, les Eagles, quand est-ce qu'ils sont sur la chaîne L'équipe? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée des Eagles sur la chaîne L'équipe ou sur le live. Parce que suivant l'actualité, vous l'aurez bien compris, c'est soit la chaîne, soit le live. Dans tous les cas, c'est en clair et gratuit. Je vais militer. Je vais militer, promis. Bah là, le problème, c'est que tu n'as pas beaucoup de matchs pour militer. Hein. Bah là, à moins que le Philadelphie Dallas en week 17 soit mais de toute façon, ça va être compliqué. Donc, c'est pas dimanche. Bah, de toute façon, il faut être honnête. Et c'est un peu, on regardait un peu les audiences des articles TDA et tout. Enfin, il y a un moment, faut pas se mentir. Bon, déjà, règle numéro 1, vous pouvez faire tous les articles quali que vous voulez. Un mec qui sort avec une stripteaseuse, ça fera toujours plus d'articles. Règle numéro 2, il y a des équipes qui font toujours plus réagir que d'autres. Et c'est sûr qu'un Patrick Mahomes, qu'un Lamar Jackson, qu'un Dak Prescott, que ces choses-là, bah, ça sera toujours plus vendeur. Donc, il y a un moment, c'est pas non plus du bénévolat. Donc,
faut aussi se dire que de tous les côtés, pour tous les médias à tous les niveaux, faut aussi se concentrer sur ce que des gens veulent. Franchement, en regardant les matchs de 19h dimanche. Après, je peux pas tout vous révéler, mais c'est des accords avec la NFL et ils nous proposent pas tous les matchs. Hein. On peut pas piocher dans toutes les rencontres de 19h. On a souvent le choix qu'entre deux matchs. Et après, il y a même des matchs où il n'y a pas un truc de fou. Hein. Il n'y a pas toutes les lignes qui apparaissent pour la lecture. C'est compliqué. Donc, les choix sont faits avec la meilleure affiche possible en tenant compte de toutes ces contraintes. Voilà. Oui, c'est ceux qui regardaient. Ce week-end, il va avoir le choix entre Jets, Dolphins et Jaguars 49ers. Non, mais ceux qui regardaient la NFL avant le Game Pass, en tout cas quand le Game Pass n'était pas comme aujourd'hui, parce que maintenant ils incrustent même les lignes, savent qu'en effet, il y a une chaîne dont on ne donnera pas le nom, qui a le privilège de l'AFC, qui a tendance à ne pas mettre les lignes sur le canal international, ce qui nous gêne depuis des années et des années. Ça changera normalement l'année prochaine, puisque la répartition par conférence va un peu disparaître et que les matchs seront un peu mieux répartis, si j'ai bien compris ce qui va se passer. Non, mais pour nous, c'est parce que tu parlais de ça, je prends 30 secondes. C'est vital pour une chaîne qui veut faire découvrir le sport américain, enfin le foot US en France, de montrer la ligne jaune virtuelle. Parce que même à commenter, c'est un enfer. Et sinon, tu restes que dans l'entre-soi. Tu es obligé de montrer où le ballon doit aller. Parce que sinon, c'est trop compliqué d'accès. Donc, vous aurez compris, ce seront des matchs de la Fox. Et je vous annonce que, tac, on n'a que des matchs de la Fox jusqu'à la fin de l'année, à part les Jets. Donc, les Jets, c'est sûr, c'est mort, c'est CBS. Mais pour les autres, c'est la Fox. Donc, n'hésitez pas à faire pression. Les Eagles sur l'équipe. # les Eagles sur l'équipe. Et puis, évidemment, on retweetera toutes vos contributions. Messieurs, merci beaucoup. On avait dit 1h50 pour finir le podcast. On est des machines. Et donc, ça sera disponible à 5h comme toujours pour nos auditeurs. Merci à tous. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine après le match face aux Saints. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.